Bienvenue Anne-Sophie. Bonjour Xavier. Comment ça va? Très bien. Ouais, t'arrives du Havre. Exactement. Où il fait beau. Oui, il fait beau et j'arrive sous la pluie parisienne. Non, on est le premier jour de l'été et voilà, ça y est. C'est bon, il fait. Moi, je reviens de Corse. J'étais en vacances en Corse et vraiment, il faisait super beau, super chaud. Il y avait un peu de vent, c'était très très agréable. J'avais l'impression d'avoir eu un avant-goût de l'été. Et puis à Paris, évidemment. Bon, on va pas s'en plaindre. On a des nappes phréatiques qui se rechargent, qui sont au top pour la sécheresse qui va nous arriver dessus en septembre-octobre, comme d'habitude. Exactement. Donc, on s'en plaindra pas. Et tout le monde viendra en Normandie pour essayer de Voilà. fuir la chaleur parisienne. Exactement. En attendant, ici, effectivement, il faisait un peu plus frais. Mais ravi de retrouver Paris ce 21 juin, effectivement, fête de la musique et jour de l'été. C'est vrai, ouais. Tu vas sortir ce soir? Il y a des trucs au Havre ou pas, d'ailleurs? Mais bien sûr, bien sûr. Non, puis en plus, si le soleil reste jusqu'à ce soir, ce qui n'est pas toujours gagné, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais oui, globalement, il y a plein de scènes qui sont prévues, donc ça devrait être assez sympa. Trop bien. Alors, si t'es là aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler de e-commerce, on va parler de colis. Vous avez lancé avec ta cofondatrice Léa une boîte de colis réutilisables. Et du coup, l'idée, c'est de discuter de ce système, de comment est-ce que ça peut être intégré dans un nouveau modèle de consommation peut-être. Tout à fait. Et de comprendre ce qu'a été la jeunesse de ce projet-là. Écoute, pour commencer, je te propose juste de te présenter, de me raconter pourquoi vous avez lancé ça, et puis toi, avant, qu'est-ce que tu faisais? Très bien. Alors, donc, Anne-Sophie Raoult, effectivement, je suis cofondatrice d'Ipli avec Léa Go. J'ai 35 ans, bientôt 36. J'ai 3 enfants depuis peu. Okay, et je viens... Merci. Mais effectivement, mon fils va avoir 3 mois, tu vois. Donc, ok. Ah oui, donc là, tu es en congé maternité, en fait, pour venir faire je reviens. pour venir faire le podcast. Exactement, je reviens avec plaisir pour toi. Je viens du monde des achats, pour ma part. Okay. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années au sein du groupe Carlsberg, donc dans la bière, en tant qu'acheteur PLV, donc objet publicitaire, où à la fois, en fait, il y avait le côté danois du groupe, cette envie d'avoir moins d'impact, en fait, sur tout ce qui est consommation, enfin, autour des productions de bière, et aussi dans les objets publicitaires. Par contre, on sentait que l'objet publicitaire, c'est pas cœur de métier, contrairement aux ingrédients, au packaging, et ainsi de suite. Et donc, on me disait, fais ce que tu peux avec tes fournisseurs. Mais petite frustration où je me disais peut-être que moi je pourrais aller plus loin. Envie aussi de rentrer en Normandie avec ma famille. Et en fait, parce que c'était dans l'Est du coup? Alors j'étais entre Paris, puisqu'il y avait des bureaux parisiens à Boulogne-Billancourt, entre Paris, la Suisse, Copenhague, et puis... Rheinfelden en Suisse. Alors, effectivement, il y a Rheinfelden, la brasserie suisse, et Ziegelbrücke, le siège achat monde. Effectivement. Parce que dans une autre vie, j'achetais des déchets d'emballage plastique chez Carlsberg Suisse à Rheinfelden. Exactement. Effectivement. Et donc, en fait, beaucoup de voyages et en même temps, je sentais une envie d'agir et en même temps, je ne savais pas spécialement dans quoi. Je ne savais pas non plus comment rentrer spécialement en Normandie. Et donc, j'étais en espace de coworking. Donc, c'était avant Covid. Je télétravaillais. Et à côté de moi, pendant près d'1 an, il y avait Léa qui, elle, travaillait dans un autre univers parce qu'elle était dans la data et dans l'intelligence artificielle en tant que directrice stratégie produit. Donc, rien à voir. Et puis un jour, donc là on arrive fin 2019, autour d'un café, elle me dit « Écoute Anne-Sophie, je sais que toi tu es dans les achats, la partie supply chain. Moi j'en ai marre de recevoir, de faire des commandes sur des sites internet Made in France où il y a, on fait attention à comment on produit les choses et en fait je reçois des cartons qui sont trop grands, c'est suremballé, ça finit au fond de ma poubelle, alors que ce carton je suis sûre qu'il serait réutilisable. » Et donc, comment on fait que ce colis, il est réutilisable? Elle me dit, j'ai tenté de contacter des marques sur LinkedIn, donc pas du tout son univers, pour voir si ça les intéressait. Et tout le monde me dit, envoie tes échantillons. Elle dit, moi j'avais juste une idée, ça a l'air de prendre. Par contre, comment on fait des colis? J'en sais rien. Et en fait, on se connaissait pas plus que ça. Mais là, on s'est dit, elle voyait très bien comment faire que les colis soient réutilisables. Et moi, je voyais comment faire un colis. Et donc, assez rapidement, on est partis toutes les deux sur l'idée de ce service de colis réutilisable qu'on a nommé Ipli quelques semaines après. Pourquoi Ipli, du coup? Alors, initialement, c'était le pli pour le e-commerce. Ok. C'est comme ça que c'est parti.
Et puis après, il faut start-upiser le nom, trouver le nom de domaine, et donc on rajoute un H, on met un non, I. start-upiser, pas du tout. Par contre, le rendre effectivement commercial et en faire un peu le scotch de la bande adhésive, tu vois, le frigo du réfrigérateur. C'était comment? Parce qu'effectivement, tu l'as dit en introduction, on veut venir changer les standards et faire que le colis réutilisable, demain, ça soit même plus une question de choix du particulier, un questionnement, que ça soit classique et que tout le monde sache ce qu'est un colis réutilisable. Et si possible, au lieu de dire colis réutilisable, qui est long, en fait, juste de dire un e-pli. Et c'est aussi comme ça qu'on a pensé notre nom de marque. Donc, il y avait une sonorité qui nous parlait et après, une façon de l'écrire où effectivement, il fallait un truc un peu joli, un peu marketing pour que ça soit facile à écrire, facile à retenir et que ça marque les esprits. Donc, vous avez été bien inspiré parce que moi, quand je dis ma boîte, c'est Echoes Studio. Bon, Echoes Studio, déjà, il y a le double S, c'est incompréhensible et les gens n'arrivent pas à s'y faire. Du coup, je dis, bon, la formation Echoes ou l'agence Echoes. Maintenant, ça puis marche un peu surtout mieux. de savoir après, est-ce que je mets les 2 S dans le nom de domaine ou pas? Exactement, ouais. Voilà. Mais effectivement, on s'est dit après, à l'international, est-ce que le HI, ça fera pas AIPLI? En fait, dans le fond, c'est pas moche. Et puis, on verra, après, ça sera les prochaines étapes. Est-ce qu'on matraque IPLI vraiment en sonorité ou ça peut être AIPLI? Et en fait, c'est le nom de marque aussi qui est assez court pour être retenu et devenir un synonyme de colis réutilisable. Ouais. Après, quand les boîtes partent à l'international, il y a régulièrement un rebranding, un changement de nom. C'est ça. Donc, mais ce qui est possible, après, on a essayé dès le début de penser quelque chose qui soit le plus pérenne possible. Et d'ailleurs, comme je te disais, avec Léa, on ne se connaissait pas spécialement. Moi, je venais d'un grand groupe du monde de la supply chain. J'ai fait toutes mes études plutôt en achat. Être entrepreneur, ça n'a jamais été une volonté pour moi. Et donc, je ne m'étais jamais projetée dans ce type d'aventure. Léa, beaucoup plus, mais en se disant, comment j'y vais. Et donc, rapidement, elle a eu aussi des aventures dans des startups, devenues scale-up, avoir des fondateurs aussi se déchirer ou que ça soit compliqué avec les investisseurs et ainsi de suite. Donc, elle m'a dit, il faut qu'on soit, si on y va ensemble, il faut qu'on soit vraiment comme les deux doigts de la main et il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et donc, on a défini 3 étoiles polaires qui sont notamment la transparence. Donc, être capable. Donc, aujourd'hui, on s'est fait une ligne directrice, par exemple, pour cet entretien, mais moi, je répondrai à toutes tes questions de manière... Avec la vérité, rien que la vérité. Oui, mais en fait, il y a des choses où on sait qu'on peut s'améliorer. C'est à un moment, il faut bien commencer à un instant T. Et on a le plan d'amélioration, en fait, pour la suite. Donc là-dessus, on n'a pas grand-chose à cacher. Après, l'impact sur l'homme et la planète, ça, c'est hyper important pour nous et c'est 2 variables. Et puis la pérennité. Et pour revenir au début de la discussion sur le nom, on s'est dit, on ne veut pas être une start-up qui court après une valorisation et dans 3 ans, on est morte. Non, on veut être là longtemps, devenir un standard. Et donc, il faut aussi que notre nom il soit pensé pour durer, même si on n'est pas anti-rebranding quand on ira en Europe. Bon, j'ai plein de questions sur tout ça, et puis sur comment ça marche. Ok, je vais faire plus court dans mes réponses. Non, mais on va avancer, mais je trouve ça trop intéressant parce que c'est des sujets d'entrepreneuriat, de changemaker. Donc j'ai un autre podcast qui s'appelle Changemaker Stories et sur lequel du coup on anime beaucoup ce genre de. Donc tu pourrais passer sur les 2 podcasts, tu vois. Ok, j'aimerais comprendre. C'est quoi le vrai problème de l'e-commerce aujourd'hui? Aujourd'hui, ça représente quelle taille, le marché? Sur quoi sur quel est l'impact que vous imaginez avoir en fait dans le futur en utilisant un colis? J'ai l'impression, tu vois, que c'est pas cœur de business. Pour aucune marque qui va vendre quelque chose, l'emballage c'est cœur de business. Comment est-ce que vous calculez votre impact et comment est-ce que vous calculez peut-être juste un impact qui soit négatif ou qui soit positif. C'est-à-dire, en fait, c'est pas la même chose si quelqu'un commande un aspirateur ou quelqu'un commande une voiture ou j'en sais rien, tu vois. Alors, bon, évidemment, là, on parle mais dans le terme de l'achat, il y a quand même des niveaux d'impact qui sont très, très variés. Comment est-ce que vous mettez là-dedans? Alors, il y a plein de questions, donc je vais essayer de reprendre le fil et tu me les reposes si j'en oublie. Globalement, c'est la question de l'impact et du secteur. Quoi. Et puis de la taille de marché, peut-être pour commencer par là. Effectivement, nous, quand on a commencé, donc fin 2019, on avait les chiffres de 2018. C'était 550 millions de colis envoyés chaque année en France pour le e-commerce. Donc ça fait un peu plus de 5 colis par personne par an. Exactement. Et donc autant de cartons et d'emballages. Oui, effectivement, plus que ça.
Aujourd'hui, donc les chiffres qui sont tombés pour 2023, puisqu'on est en 2024, c'est 1,7 milliard de colis envoyés en France chaque année. Donc en 7 ans, on a multiplié par 3. Exactement. En 6 ans. 6 ans, ouais. Entre 2018 et... en 5 ans. Et 2023. En 5 ans, la multiplication, elle est énorme. Et en fait, à chaque fois, c'est autant de tonnes de déchets qui sont générés. Donc en fait, la taille du problème, des déchets, augmente d'année en année. On a une croissance du e-commerce qui est d'à peu près 10% par an. Ça a été accéléré par le Covid et maintenant, en fait, on est stable dans ces plus 10% par an. On parle de plus de 8 milliards de colis au niveau européen, si on augmente d'échelle, juste en incluant nos voisins. Et donc, en fait, le e-commerce, on le sait, prend de plus en plus de place dans les habitudes de chaque consommateur. Et en fait, le point, c'est que c'est des changements d'habitude qu'il faut aller accompagner, puisqu'au final, ça peut éviter, notamment en province, de prendre sa voiture pour aller dans des grands centres commerciaux qui sont surchauffés, surstockés ou surrefroidis en été qui va bientôt arriver, et donc ont un impact environnemental très important versus d'être livré dans le locker ou le point relais du coin. Alors, au final, il y a plein d'études d'impact pour le e-commerce. C'est ni tout blanc, ni tout noir. Ça dépend de chacune des situations. Mais en tout cas, ça fait énormément de colis qui sont envoyés. Après, l'impact, nous, ça a été quelque chose d'hyper important à mesurer, puisqu'on est parti d'une idée de consommatrice, donc celle de Léa, mais que moi, je rejoignis également. Nous, de recevoir ces cartons qu'on allait jeter. Et on se dit, oui, mais le fait de les renvoyer, est-ce que ça ne va pas avoir plus d'impact qu'un carton qui est de la fibre naturelle, qui est recyclé? Et quand même, la France, on est les champions du recyclage. Donc, en fait, ah bon, c'est quoi le problème? On est très, très bon. Les filiales avec les organismes, tout ce qui est éco-contribution, les Citeo, les Léco, il y a une filière de recyclage en France qui est très forte, qui est très puissante. Après, le problème, c'est que les centres, ils sont saturés. Il n'y en a pas assez. Il y a trop de déchets. Et en même temps, comment on peut avoir le bon outil industriel si, en 5 ans, on multiplie par 3 nos déchets, le nombre de colis? En fait, c'est hyper compliqué de demander aux filières de recyclage de recycler toujours de plus en plus. Ouais. Et c'est ça la problématique. Donc, on se dit, OK, il faut que le colis reste réutilisable en fin de vie, puisqu'à un moment, on va arriver en fin de vie. Par contre, comment on fait pour qu'il ait le plus d'utilisation entre deux? Et c'est comme ça qu'on est parti avec Léa et on a fait réaliser une analyse du cycle de vie. Donc, j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts, j'ai entendu d'autres personnes interviewées qui parlaient également des analyses de cycle de vie. Pierre Rouvière notamment, qui est un spécialiste là-dessus. Ouais. Les équipes d'Expansience aussi qui expliquaient qu'elles avaient fait réaliser des analyses de cycle de vie. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important pour comparer l'impact de deux solutions. Ouais. On n'a pas un impact négatif, mais on a moins d'impact. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. On diminue l'impact existant. Ouais, c'est ça. On a quand même de l'impact. Et donc, on a réalisé que cette étude a montré qu'on avait moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation. Tu sais comment elle est faite un peu cette étude ou pas? Oui, c'est nous qui avons, avec nos fournisseurs, qui avons donné tous les chiffres. Donc, par exemple, notre toute première ACV, elle était faite avec, on avait des colis qui étaient cousus. Il a fallu donner le métrage de fil au centimètre près. Ok. Bon, avec les pertes et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, donc, on est en plastique. C'est ça qui fait qu'on est réutilisable autant de fois. On a testé une 50aine de matériaux en laboratoire et c'est le meilleur rapport réutilisation, impact, durée de vie, tout ça. Okay. Et donc c'est du PP, clairement, du plastique. Polypropylène. Exactement, du polypropylène. Et donc, il faut fournir la traçabilité d'où tu achètes tes billes de plastique. Où est-ce qu'il est fondu? L'usine qui fond tes billes de plastique, quel est le type d'énergie qu'il a? Est-ce que c'est du charbon? Par exemple, on a tenté à un moment de produire en Bulgarie, sauf que c'est de l'usine charbon qu'il y avait. Et donc, c'était pire que la Chine, en fait. Où on avait une usine en Chine avec des panneaux solaires. Ouais. Donc, c'est tout ça qui est pris en compte. Et à un moment, tu te dis, ah ouais, en fait, j'avais pas réalisé tout ça. Et donc, ça te permet de faire tes choix. Et donc, aujourd'hui, d'avoir moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation sur nos solutions. C'est 11 fois moins d'énergie de réutiliser un colis que de reproduire un carton. Ouais. Donc ça, c'est en fait des chiffres qui sont hyper parlants. Moins 83% d'impact carbone, il y en a plein. D'ailleurs, cette étude, elle est disponible entière sur notre site internet.
et avec plaisir pour commenter, parce que vu que c'est du comparatif, on voit, et ça fait le pont, je pense, après avec les prochaines questions, mais nous, pour l'impact, c'est le côté réutilisation qui est important. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, quand on parle des plastiques d'une façon générale, ce qu'on nous vend pour justement dire que le plastique est un bon matériau, c'est qu'il est réutilisable et recyclable. Et aujourd'hui, c'est devenu des termes un peu surutilisés parce que dans les faits, ça ne l'est pas, même si dans la théorie, ça l'est. Exactement. Mais du coup, c'est un des gros sujets. Et puis on dit réutilisable, recyclable à l'infini. Bon, dans la vérité, dans une majorité de situations, c'est quelques cycles de recyclage. Exactement. Mais du coup, effectivement, c'est dommage que les termes soient, mais c'est ça, soient abusifs dans une grande partie des cas. Mais c'est intéressant. Exactement. Et c'est pour ça que très rapidement, on a commencé avec le colis et bien sûr le système de réutilisation. Donc notre message, c'était retour à l'envoyeur. C'était donc les e-commerçants proposent aux particuliers de recevoir leurs commandes en colis réutilisable e-pli. Et une fois reçu, le particulier va replier son colis. Ça va arriver en fait, ça va être transformé en petite enveloppe. C'est préaffranchi. Donc avec La Poste, on a travaillé sur une offre qui soit le plus pratique pour les particuliers, avec le moins d'impact aussi pour le retour. Et donc, c'est une offre postale, donc retour emballage réutilisable, ça s'appelle, donc ça porte bien son nom. C'est fait pour les colis réutilisables. On dépose dans n'importe quelle boîte aux lettres, ça revient jusqu'à nous, on les nettoie et on les remet en circulation. Okay. Donc là, si vous êtes en train de suivre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir qu'Anne-Sophie nous montre le colis réutilisable tel quel et le colis replié qui est censé retourner dans la petite boîte aux lettres de La Poste. Et exactement. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on a pensé avec ce premier cycle. Qu'on a pensé notre colis. Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu, et donc il y a une étude de Citeo notamment, qui l'a mis en valeur, qu'un tiers des acheteurs en ligne, ils sont également vendeurs. On voit le boom des plateformes de seconde main notamment. Ouais. Donc c'est quand même un tiers en fait, des personnes qui vont avoir besoin du colis pour une autre utilisation. Et on s'est dit, pourquoi en fait, on va contre ce cycle et contre ce besoin d'une personne ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le retour, c'est une possibilité de réutilisation. Mais il y a d'autres réutilisations possibles. Le retour, l'échange article, par exemple, ce que tu as commandé, ça ne te convient pas. Remets-le dans le colis, remonte-le à la marque, et limite, la marque même pourra directement réutiliser le colis pour faire un prochain envoi. Et en fait, on évite ce petit impact de retour jusqu'à nous, qui n'est pas grand-chose, puisqu'on parle de 20 grammes d'équivalent CO2, c'est l'impact moyen d'un mail pour le retour à vide jusqu'à chez nous. Donc c'est tout petit, mais c'est toujours ça. Donc si on peut éviter ce retour à vide chez nous parce qu'il y a une réutilisation qui est utile aux particuliers, faisons-le. Et là, tout l'enjeu, c'était de savoir comment on l'accompagne et comment on le mesure. Et comment vous gérez la traçabilité d'un colis qui passe, admettons que c'est du Vinted, un colis qui passe de la France à l'Espagne parce qu'il est envoyé par un client français qui a reçu quelque chose d'un e-commerce et qui envoie ensuite une paire de baskets et qui ensuite... Exactement. Et déjà de France en France, même sans parler encore de la problématique du changement de frontière et donc du fait qu'aujourd'hui notre retour postal notamment, ça soit une lettre T française. Ouais. Mais rien qu'en France, donc si on reprend notre schéma de départ, c'est le e-commerçant qui fait le premier geste puisqu'il le propose sur son site internet au moment de la livraison. Mais c'est le particulier qui va le choisir. Okay. Donc nous, en tant que particulier, là, si moi j'ai envie d'utiliser un colis e-pli plutôt qu'un colis, j'ai pas vraiment le choix. Il faut que ce soit le e-commerçant, le site, qui soit déjà partenaire de e-pli. Exactement. Donc que vous ayez déjà vendu votre produit. Là, c'est quoi ? C'est un petit plugin qui se met sur le site au moment de la vente ? Exactement. Il y a un plugin également, exactement, on développe... et on voit que c'est quelque chose d'hyper important pour que ce soit facile à mettre en place auprès des e-commerçants. Parce que oui, il y a un aspect logistique, il faut tester les colis, mais aujourd'hui, ils ont été validés par tous les transporteurs comme étant des bons colis. On a des e-commerçants comme Cdiscount, comme Bash, comme Saint-James, enfin plein de grands e-commerçants qui les utilisent et qui montrent que c'est facile à utiliser. Donc, il faut quand même adapter ça à chacune des chaînes logistiques. Ouais. Mais aujourd'hui, la vraie différence, c'est comment on va le mettre sur le site internet. Donc, on a notamment des plugins pour Shopify, pour les sites e-commerce, des choses comme ça. Et après, toute la partie communication avec le particulier. C'est comment le particulier va le choisir. Aujourd'hui, e-pli, on en parlait dans le nom de la marque. Nous, on a envie que demain, tu saches qu'un colis réutilisable égale e-pli. Enfin, voilà.
c'est pas le cas. Faut être aussi honnête. Ça fait bientôt 4 ans. On a lancé le 1er juillet 2020. Donc ça va bientôt faire 4 ans dans quelques jours. Mais ça reste tout nouveau. Le nombre de fois où je présente mon activité, les gens ils me disent « Le colis réutilisable, mais c'est génial, j'en avais jamais entendu parler !» Et là, on se dit « Ok, enfin... » et en Où est-ce qu'on a merdé? Il faut continuer. Comment on touche les 60 millions de Français et comment on les touche pas une fois? Enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais faut les toucher des dizaines de fois. Une fois par épisode, 140 fois. T'imagines? 140 fois pour être retenu. Donc, en même temps, il faut qu'on continue en fait à marteler ce qu'est le principe de colis réutilisable, ce qu'est Hipli, pour que les gens donc le choisissent. Et pour revenir au point de départ en disant si après ça part sur Vinted, la personne d'après qui va le recevoir via Vinted, eBay ou Le Bon Coin, en fait, il ne l'aura pas choisi. Parce que ça va lui arriver un peu comme ça par hasard. Donc c'est là où on s'est dit il faut qu'on travaille la communication sur le colis. Et donc on a mis en gros je suis un colis réutilisable. Comme ça, même si tu ne sais pas ce que c'est, tu te dis ok, je vais peut-être pas l'ouvrir avec un gros coup de cutter au milieu. Et après, en fait, et là on en arrive à la partie encore communication, accompagnement et tracking, on a un QR code qui est unique sur chacun des colis et qui nous permet en fait déjà d'accompagner le particulier dans son geste de repli, comment replier le colis, comment trouver une boîte aux lettres. Je suis en Belgique, je suis en Espagne, comment je peux télécharger une étiquette de retour qui correspond au pays où je me trouve. Donc, pas laisser nos colis abandonnés quelque part. Et puis également accompagner la réutilisation entre particuliers. Et donc, par exemple, on vend des étiquettes de transport, Colissimo, Mondial Relais, Relais Colis, à travers notre application pour que ce soit facile de faire de l'échange entre particuliers. Donc, c'est comment on fait du colis réutilisable, une expérience utilisateur aussi facile pour aller de main en main et on accompagne sa réutilisation. Je t'arrête sur un truc parce que bon, ça va intéresser que la moitié des auditeurs. Je suis désolé, mais pour l'autre moitié que ça intéressera, tu dis il y a un QR code qui est unique par produit. Donc ça veut dire là, si vous en avez vous en avez 1 million en circulation. Ouais, cet été, ça y est, on va être 1 million en circulation. Donc vous avez 1 million de QR codes. À chaque fois que vous produisez un nouvel emballage réutilisable, il est unique. Il est unique et la partie aussi pour le retour, le Smart Data, là, ici, il est unique aussi. Les deux sont reliés. Donc oui, il y a un peu d'infrastructure derrière. Et c'est ce QR code qui vous permet de savoir où il est? Alors, on le géolocalise pas. Il y a des notions aussi de RGPD, protection de la donnée. Par contre, on sait chez quel client, nous, e-commerçants, on l'a envoyé. Une fois que le e-commerçant, en fait, lui, il va le scanner à nouveau. Donc, on met des logiciels à leur disposition pour savoir que c'est parti de son entrepôt. Et là, ça nous permet de calculer des taux de réutilisation avec le e-commerçant et d'avoir des plans d'action avec lui. Et on a aussi un système de cagnotte pour inciter à avoir un meilleur taux de réutilisation. Parce que d'un point de vue impact et business, c'est gagnant. Donc voilà, ensemble, on travaille là-dessus. Et quand un particulier va scanner, nous, on sait que c'est une nouvelle adresse IP qui a scanné. D'accord. Et selon ce qui est choisi, on sait l'action qui est faite. Aujourd'hui, on n'est pas encore relié avec les plateformes de seconde main. Par contre, ça, c'est les prochaines étapes. Et ce qui est en discussion actuellement, c'est comment, si tu fais une vente sur un site de seconde main, ton étiquette, elle arrive directement dans ce petit QR code et tu peux tout renvoyer. C'est possible de faire du e-commerce 100% en colis réutilisable, tu penses? Alors, après, il y a la question des gabarits. Alors, il y a deux questions. Même si tout est éligible, c'est-à-dire que tout rentre dans un e-pli, ce qui est possible, notamment le textile aujourd'hui. On a un format qui est très très grand. Celui-là, on a 4 tailles de colis souples. Celui que je montrais là juste avant, c'est le deuxième plus petit. On a un qui est vraiment énorme et qui correspond au plus gros emballage des e-commerçants de textile. Aujourd'hui, on ne veut pas que ça soit imposé. Parce que quand c'est imposé, on voit que les taux de réutilisation, ils sont mauvais. Parce que tout simplement, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'en veulent pas. Et le pire qui peut arriver à notre colis, c'est qu'il soit mis directement à la poubelle. Parce que juste la personne, c'est même pas volontaire des fois. En plus, l'utiliser une fois, c'est pire. Exactement. Exactement, en fait. Et ça, il faut qu'on en ait conscience. Donc, oui, on se coupe pour l'instant d'une part des ventes. Mais en fait, on l'assume totalement. Voilà, on n'est pas encore un standard. Il faut avancer dans le temps. Et on voit des e-commerçants avec qui on travaille depuis 1, 2 ans, 3 ans. Petit à petit, en fait, les taux de choix, en fait, leurs fidèles commandent de plus en plus en e-pli. À chaque fois qu'ils font une newsletter parlant d'e-pli, on voit le taux d'adoption, hop, qui regrimpe un petit peu.
Et là, on voit, on a une marque, alors sur son programme VIP pour l'instant, parce qu'ils avaient capé un peu le test, c'était une personne sur deux qui choisissait. D'accord, ok. Ça, c'est un très bon score. Ah, pour nous, c'est un très bon score. Ouais. Un Cdiscount, ça va bientôt faire 3 ans, on est à 12% de choix. Donc Ça veut là, dire que Cdiscount, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un client passe sur son panier... C'est ça, et que c'est éligible Uplly, donc c'est à chaque fois que c'est du monoproduit. Ouais, donc effectivement, c'est pas du lave-linge, quoi. Ouais. Exactement, donc là, le lave-linge et tout ça, mais donc à chaque fois que ça apparaît, parce que c'est disponible, par exemple, certains jeux de société, voilà, et ben il n'y a que 12% qui vont le choisir, alors que c'est marqué gratuit, en gros, en rouge, maintenant à côté, qu'il y a un schéma, qu'on a un pop-up qui explique et tout ça. Tout simplement parce que en fait, les personnes, elles font pas attention, parce qu'il y en a qui le voient pas, ou en fait, justement, ça, on fait de plus en plus d'études pour comprendre le pourquoi. Assez rarement, et même là, la dernière étude montre que les personnes qui l'ont choisi une fois, il y a 100%, donc c'était sur 1500 personnes l'étude, 1500 répondants, c'est quand même assez énorme, il y a 100% qui voudraient recommencer l'expérience. Ok, ouais. Mais il faut faire tester une fois. En fait, il n'y a rien de pire quand tu as un carton qui arrive chez toi et qui fait 50 par 50 par 50 et qui reste pendant 3 jours dans ton entrée, que tu sais pas quoi en faire. Exactement, tu peux pas le descendre dans la copropriété et du coup, tu dois attendre qu'il y ait la poubelle jaune qui puisse être sortie pour pouvoir le descendre. Ouais. Exactement, et tu te dis, ah mais mince, enfin, j'avais une vente à faire sur un site de seconde main, mais en fait, le carton, est-ce que je vais le découper? Non, je vais prendre un sac poubelle à la place et puis le carton, je vais quand même... Et ça finit comme ça, en fait. Et pour les transporteurs aussi, aujourd'hui, sur les plateformes de seconde main, il y a de tout et n'importe quoi qui est utilisé comme emballage. Sauf que, en fait, ça s'envole, ça se perd, c'est hyper compliqué de lire les étiquettes. Enfin, donc, c'est compliqué pour tout le monde et l'expérience. Et je reviens à une des questions du départ où tu me disais pourquoi les e-commerçants, en fait, vont venir vers une expérience Uplly. Donc, il y a, oui, une notion d'impact, mais il y a aussi une notion d'expérience client. Par exemple, je reprends l'exemple de Cdiscount. Ils ont gagné, parce que c'est eux, 1,5 point de satisfaction au moment de la livraison sur une note de 5. Okay. Dès lors que c'est livré en Uplly. Et donc, en fait, il y a une vraie expérience autour du colis réutilisable en général. Hein. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est pas trop compliqué pour eux de gagner des points. J'ai l'impression que les gros sites comme Cdiscount, Amazon, c'est fait exprès que l'expérience utilisateur au moment du paiement soit terrible parce qu'en fait, tu sais pas où donner de la tête. Tu finis par appuyer sur le seul bouton qui est possible, qui est payé. Et c'est un peu fait exprès, je crois. Donc, sais pas parce qu'ils cherchent à l'améliorer. Ouais. Mais la preuve, aujourd'hui, c'est pour ça que sur ces grands sites, enfin sur ce grand site notamment, on est encore gratuit. Et effectivement, tu citais Amazon, on a été sélectionné dans l'accélérateur européen d'Amazon, qui est intéressé, oui, pour des questions d'impact, mais aussi pour des questions d'expérience client. Ouais. Tu disais que tu gagnes une note quand tu proposes du Uplly. Est-ce qu'en fait, il y a un risque d'effet rebond où le fait de se dire vas-y, on a des colis réutilisables, tout va bien, en fait, on a résolu le problème et du coup, en fait, on n'a plus 1,5 milliard de colis en France en 2024, mais on en a 4 milliards en 2026 parce que tout le monde fait du colis réutilisable et que tout va bien, quoi. Je sais pas, pour moi, je décorrèlerais les deux sujets. En fait, tu vas pas commander sur un site e-commerçant pour avoir un colis réutilisable. Enfin, tu vas pas aller acheter plus de chaussures, de vêtements ou de cosmétiques parce que tu veux un colis réutilisable qui, au final, c'est vraiment une poignée d'euros. C'est le bonus, ouais. C'est le bonus, hein, en fait. C'est ton petit plus, mais c'est pas ça qui va aller déclencher ton acte d'achat. C'est peut-être ça, par contre, qui va faire la différence entre un site ou un autre. Mais ça va pas être un déclencheur d'achat. C'est trop tard dans le process d'achat pour que ça soit... Ouais, et puis la valeur... elle est totalement décorrélée, en fait. Aujourd'hui, notre colis, il vaut 50 fois moins que ce que tu achètes, enfin, ce qui est mis dedans. Ça reste un emballage. C'est aussi ça, la beauté, en fait, de ce principe. C'est comment, en fait, avec un objet à très peu de valeur financière, tu peux en retirer une valeur ajoutée assez importante. Et encore une fois, après, avec tous les métriques qu'on est capable de sortir, les taux de réutilisation, de mettre en avant comment tu arrives à diminuer ton impact, qui est là dans tous les cas, en fait. Tu disais donc, comme vous géolocalisez pas, vous avez donc le premier scan qui est le scan du départ depuis l'entrepôt du e-commerçant. Oui.
À partir de là, bon, vous savez pas trop jusqu'où il va, jusqu'à un scan où vous savez si si le particulier qui l'a acheté va le renvoyer à un autre particulier ou le renvoyer chez vous ou le renvoyer pour un retour à la plateforme. Donc, c'est les 3 options en gros de retour. Exactement. Un cycle, ça met combien de temps à peu près avant que ça revienne chez vous? Alors effectivement, là, on a bien accéléré les choses. On était en moyenne à 11 mois Ah ouais. jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il y a l'effet de nouveauté aussi, où c'est ton premier e-pli que tu as reçu et donc tu veux le montrer à tout le monde. Ah oui, les gens le gardent, c'est vrai? Ah bah on nous écrit en fait pour nous expliquer. Moi, si tu me laisses celui-là, je le placarde dans le salon. Non mais en fait, je dis ça mine de rien. Comme tu le disais, cet été, on va arriver, donc on va en avoir produit 1 million. On est 60 millions de Français. Donc en fait, à chaque fois, les gens, c'est autant de nouvelles personnes de toucher qui l'ont entre les mains. Certains qui se disaient justement, j'aimerais vraiment avoir un e-pli entre les mains, mais aujourd'hui, il n'y a pas de site sur lesquels je commande qui propose e-pli. Et enfin, ils l'ont. Ah oui, mais attends, j'en avais parlé avec mes copines, ma tante, mon machin. Et puis un jour, tu le mets dans ton sac à main et tu te dis, je le redéposerai au passage. Et puis en fait, tu l'oublies et ça met un mois de plus. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça qui fait que ça peut durer. C'est aussi pour ça que maintenant, on travaille avec les marques pour qu'ils scannent donc, au départ, si possible même qu'ils associent avec une commande. Parce que dans ce cas-là, en fait, pour connaître la date d'arrivée, pour connaître c'est ça, et on sait si le colis il est revenu ou pas. Alors après, même si on ne sait pas exactement, par exemple, si toi, Xavier, tu as renvoyé ton colis, on peut te refaire un petit message juste pour te dire, au fait, la réutilisation, voilà comment ça se passe. Pas du tout à des fins commerciales, mais en fait, juste à des fins de réutilisation. Et peut-être que tu l'auras déjà renvoyé, mais si c'est pas le cas, ça te fait un petit pop-up. Donc ça, c'est plein de briques qu'on met et qui aujourd'hui sont vraiment notre force pour avoir un colis réutilisable et surtout réellement réutilisé. Ouais. Donc tu disais, ils sont réutilisables jusqu'à 100 fois, c'est ça? Oui. Donc si là, on a des premiers cycles qui étaient des cycles de 11 mois, ça fait 4 ans que vous êtes là. Ah oui, donc en fait, la plupart des emballages aujourd'hui, ils ont fait entre 4 et 5 cycles. Quoi. Exactement. Après, on a quand même des vétérans. Alors là, à chaque fois, je pense à mon associé Léa qui dit à chaque fois, notre vétéran a passé les 111 cycles. Parce qu'on les utilise. Le doyen de tous les sacs, c'est ça? Exactement. Tu sens le côté normand, l'anniversaire du débarquement. Non, mais comment donc notre vétéran, donc il a passé, même maintenant, je pense, les 115 cycles, puisqu'on en a qui sont dans des boucles fermées, donc dans des boucles de location. En fait, par exemple, donc, tu loues tes vêtements pour le week-end, tu renvoies. Et dans ce cas-là, les colis, déjà, ils font aller-retour à plein. Ce qui fait que, à un moment, tu as loué tes vêtements, donc il faut bien que tu les renvoies. Donc, tu vas automatiquement renvoyer le colis avec. Et les marques font beaucoup de cycles très rapidement avec. Ah oui, ok. Et donc ça nous a permis de prouver la robustesse du colis, notamment dans ouverture-fermeture à multiples reprises. C'est avec quelle marque, ça, par exemple? Alors là, c'est les mains de mamie, notamment les 100 en soie. Et donc là, c'est pas vraiment de la location, c'est un concept que j'adore. Ils sont passés à Qui veut être mon associé l'année dernière, je crois. Ils envoient des plots de laine à des grands-mères qui tricotent les pulls et leur renvoient pour qu'ils vendent les pulls tricotés par les mamies. Bah ça, c'est un truc qui plairait à ma grand-mère. Bah non, mais c'est canon. Bah, elle pourrait travailler pour eux, au final. Non, mais je pense que c'est joindre l'utile à l'agréable. Et c'est un super concept. Mais donc, ces colis-là, il y en a, donc ils ont une flotte de colis qui avaient passé les 90 utilisations en un an, tous leurs colis. Et ils ont signé pour une deuxième année avec les mêmes colis. Donc voilà, je crois qu'on en a changé 3. Ok. Et là, votre modèle économique là-dessus, vous prenez une commission à chaque fois que le colis repart ou vous le mettez à disposition une fois? Sur la location, c'est un prix par mois et par colis. C'est 50 centimes par colis par mois, peu importe le nombre de réutilisations faites par le e-commerçant. Ouais, donc vous avez intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de colis en circulation aussi. Exactement. Après, sur cette partie location, il n'y a pas cette partie, pour nous, frais de retour postal, coût de nettoyage. Donc, c'est pour ça qu'on a un modèle qui est différent. Sinon, sur le e-commerçant classique, notre business model, en fait, c'est un coût à l'usage du colis. D'accord. Donc, à chaque fois que le e-commerçant va utiliser un colis, il paye un coût qui représente une part d'achat du colis, le coût du retour, le coût du nettoyage. Parce que même si c'est réutilisé entre deux par des particuliers, à un moment, ça va revenir chez nous et ça va devoir être nettoyé.
et un coût donc, de 10 centimes pour toute la partie tableau de bord, tracking, D'accord, ok. plugins, communication et ainsi de suite. Un coût de service en fait. Ok. Vous avez des concurrents sur le marché, ce que je trouvais intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté la proposition de Laura, donc votre responsable marketing, de vous faire passer sur le podcast. C'est parce que justement, vous, votre véritable force, c'est pas tant la partie colis, c'est pas tant la partie opérationnelle, technique, mais qui est sous-traitée d'ailleurs. Mais c'est vraiment la partie data, marketing, donc celle que vous vendez 10 centimes par colis aux marques qui l'utilisent. Vous pourriez travailler avec vos concurrents, du coup, là-dessus? Tout à fait. Aujourd'hui, on a ressenti le besoin. Alors après aussi, au commencement, on s'est dit on veut que le colis soit réutilisable et réutilisé, ça dès le départ. Et donc, il était un peu obligatoire. Il n'y avait pas de colis réutilisable qui était sur le marché. Donc, d'en créer un. Et puis, comme ça, de pouvoir itérer, de faire des tests, de voir les comportements des particuliers, des marques et ainsi de suite. Pour penser le service de réutilisation dans sa globalité, dès le début, ça a été notre objectif. Donc aujourd'hui, comme je te disais, on a 4 colis souples, on a 3 formats de box. Avec ça, on couvre à peu près 80% du marché. On sait que sur les box, par exemple, nous, on n'a pas de solution de calage à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des solutions avec du gonflable qui existent, mais qui sont des solutions colis, qui ne sont pas du tout des solutions de colis plus service de réutilisation et justement accompagnement à la réutilisation et mesure de la réutilisation. Aujourd'hui, ça, on est les seuls à le faire. Et effectivement, on n'a pas pour vocation, nous, à devenir ni une usine, ni des ingénieurs industriels, des designers industriels pour concevoir plus de colis, enfin plus de formats de colis et différentes confections. Et donc, on pourrait tout à fait, et d'ailleurs, on a certains, j'ai même pas envie de dire concurrents, en fait, c'est certaines sociétés de colis vraiment réutilisables, quand nous, on est service. Je sais que de l'extérieur, ça peut paraître jouer sur les mots, mais pas du tout dans la valeur ajoutée, avec lesquels on travaille. On a même fait des calls en commun, notamment avec une société de gonflables, qui est Inflate, pour en fait voir comment nous, sur la partie service, eux, sur la partie produit, on pourrait travailler ensemble et proposer le service le plus complet possible avec le produit qui corresponde aux attentes. Ouais. Vous êtes les plus avancés là-dessus ? Sur la partie service, aujourd'hui, on est effectivement les plus avancés. Vous avez des concurrents internationaux Parce qu'en fait, il y a quand même un truc, c'est que le principe de la reverse logistique, donc c'est-à-dire d'avoir des colis qui partent chez un commerçant ou chez un particulier et surtout les faire revenir, qui est toujours le nerf de la guerre, il est très facilité en France parce qu'on a un réseau, grâce à la Poste, de distribution et de récupération qui est hyper développé et on s'en rend peut-être pas forcément compte. Mais on a un des meilleurs réseaux dans le monde. Tu connais l'obligation de service public de la Poste là-dessus ? Il y a un nombre de jours maximal, c'est ça ? En termes de nombre de boîtes aux lettres, c'est une boîte aux lettres à moins de 5 minutes de chaque habitant en France. Voilà. Donc même au bout de l'île aux Moines, je sais pas, à chaque fois je prends cet dans le golfe du Morbihan. Et c'est ça, au fin fond de la Creuse, tu trouveras des boîtes aux lettres, en fait, des boîtes jaunes. Elles sont relevées tous les jours. Elles sont relevées tous les jours parce que en fait, c'est une obligation de service public de la Poste. Et ça, petit moment politique, encore une raison de ne pas voter RN pour les prochaines élections, que ce service ne soit pas privatisé. Ok, mais du coup, tu vois, pour en revenir à la question, votre activité, je ne sais pas qu'elle est simple, mais elle est facilitée en France grâce à ça. Est-ce que vous avez des concurrents qui sont très développés à l'international, ou est-ce que du coup, justement, notre système français fait que c'est beaucoup plus simple de le faire aujourd'hui ici ? Alors, effectivement, le système français, sur le retour, je pense, a aidé à ce qu'aujourd'hui, je pense que la France est le pays où il y a le plus de sociétés qui se sont créées autour du colis réutilisable. Ouais. Donc nous, quand on a commencé, il y avait un acteur qui était Repack, qui est finlandais, qui était là depuis 2011. Donc nous, on est arrivé fin 2019, en même temps que 2 autres acteurs français. Depuis, on doit être 6 ou 7 là, sur le marché français. On est plus de 45 au niveau européen. Presque tout le monde sur cette notion, par contre, de colis qui est réutilisable. Et de plus en plus, quand même, tout le monde commence à comprendre l'intérêt de mesurer la data de la réutilisation. Et donc là, il y en a de plus en plus qui mesurent en fait la partie aller-retour
avec des codes uniques. On est pour l'instant les seuls sur l'accompagnement à la réutilisation entre particuliers. Après, on sent que cette idée séduit très fort les e-commerçants. Aujourd'hui, Eepli, on est leader européen, alors en restant tout petit. Je te donnais les chiffres du marché avec notre million de colis, même s'ils sont là pour être réutilisés. Donc, à date, on sait gérer entre déjà 1,5 million et 2 millions d'envois par an. Quand on parle de 8 milliards en Europe, on peut y aller. Ouais. On est petit leader, soyons humbles, petit leader européen, mais à vocation de devenir très grand. Et voilà, on sent cette émulsion. Et ces autres, en fait, ils sont nés dans leurs différents pays, notamment en s'appuyant pour le retour sur les lockers. Les systèmes Amazon par exemple qui est très présent il y a InPost avec Mondial Relay aussi qui ont énormément de lockers un peu partout. Les différentes postes aussi nationales sont en train de se positionner. On a fait par exemple un test et maintenant on est les premiers à en bénéficier. Bipost en Belgique a ouvert une offre aussi de retour postal dédiée aux emballages réutilisables. D'accord. On discute avec l'Union des postes européenne et internationale aussi pour voir comment les services postaux qui ont des unions en fait et qui ont déjà des accords sur certaines choses pourraient faciliter en fait le retour. Après, il faut faire attention que le retour il soit mesuré en termes de scope, en termes de kilomètres. Et donc, la difficulté, c'est qu'il faut que ça revienne dans un centre logistique de nettoyage qui soit à pas plus de 1500-2000 km en fait. Okay. Donc, il faut grandir par règle concentrique. Et comment un colis, par exemple, qui part en Espagne, dans ton cas de tout à l'heure, parce que tu as vendu des chaussures sur Vinted, et ça revienne pas spécialement en fait en France, mais peut-être au centre qui est de nettoyage en Espagne ou au Portugal et qui va couvrir le Nord Maghreb, par exemple, et le sud de l'Europe. Et si après ça part aux US, et là, c'est pareil. Alors là, il n'en faut pas qu'un, parce que les US et le Canada seraient trop grands. Mais comment à chaque fois tu gardes bien cet aspect impact et business aussi, puisqu'à chaque fois ça veut dire... c'est une phase 2 parce que ça a l'air sacrément complexe. Qui commence à se mettre en place chez nous. C'est aussi pour ça là, qu'on accélère, parce qu'on sent que c'est une demande des e-commerçants et que naturellement, nos colis, les réseaux de seconde main, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont européens. Et donc, ils partent sur d'autres réseaux. Donc, c'est pour ça que sur notre application, tu peux télécharger au cas où une étiquette pour les pays frontaliers européens où ça fait sens de les faire revenir en France. Pour les autres pays, aujourd'hui, si par exemple un de nos colis se retrouve aux États-Unis, on met un message comme quoi merci de le réutiliser, mais sur votre territoire et de ne pas nous le renvoyer, parce que l'impact serait pire. En fait. Donc aussi... il faut calculer ça à chaque fois. Exactement. Il faut tout faire pour pas que ça arrive pour l'instant. Par contre, si ça arrive, c'est quel message t'affiches. Et si ça part dans tes pays frontaliers où ça peut rentrer quand même chez nous, ça fait sens. Comment on et d'un point de vue tech, c'est l'adresse IP, où est-ce qu'elle est localisée, ok, elle est à tel endroit, donc c'est tel message qu'on envoie. Exactement. Donc, intéressant. Je reviens un peu sur la partie, parce que tu disais distance, impact. Là, en ce moment, tu me dis, vos produits ils sont créés donc, dans une usine chinoise, donc tu disais électricité fournie par panneaux solaires, c'est ça ? Non, alors ça, c'était au tout début. Ça, c'était au tout début, Au tout début. Depuis, en fait, on est rentré. C'était un point qui était hyper important pour nous d'un point de vue impact sur l'homme. Pas tant sur la planète, c'est plus pour préserver l'emploi en Europe. Parce que, en fait, les colis sont hyper légers, on s'en rend pas compte à l'image et tout, mais on fait 60 grammes sur celui-là, donc c'est vraiment hyper léger à faire venir. Par contre, c'était important pour nous de réussir à les faire produire en Europe. Tout début avec le Covid, quand on a commencé, tout était fermé ici. Et donc, on a trouvé une usine au Portugal pour faire ces colis souples. Donc, depuis 2 ans maintenant, tous les colis sont produits au Portugal. Et les productions qui arrivent cet été arrivent du Portugal. Et nos gammes de box, donc rigides, cette fois, sont produites en Alsace, à Kaisersberg. Notamment, en fait, en France, on a des très beaux outils industriels. J'allais dire, on a beaucoup de plasturgistes. Ouais, mais en fait, sur du plastique extrudé, là, pour le coup, qui est dur. Et pas du tout, en fait, sur le PP non tissé qui sert pour nos colis souples. Et surtout, c'est la finition, parce qu'en fait, il y a une haute couche de plastique qui est remise dessus pour rester dans la même matière, mais permettre que les étiquettes, notamment, se collent et se décollent sans faire de trous. Hyper important, quand même, dans le réutilisable. Et ça, cette finition-là,
Aujourd'hui, on a perdu le savoir-faire, en fait, en Europe. Et pendant 1 an et demi, l'usine au Portugal qu'on avait trouvée a en fait cherché comment faire cette lamination, donc cette finition sur nos colis. Et donc, on a réussi, mais... Ouais, c'est des problèmes industriels qu'on n'imagine pas, Pas devant du lesquels on va se retrouver. Et en fait, on s'est retrouvés, et c'est fou parce que c'est presque le monde à l'envers, à copier quelque chose en Chine, c'était hyper facile. Enfin, vous dites Pépé Lamini, tout le monde nous dit bah oui, bien sûr. Vous arrivez en Europe, on a reçu plein de tests. On collait une étiquette, il y avait tout qui venait avec. On était là. Oh, non, ça ne va pas. Ah oui, mais on a posé une finition. Oui, mais il faut qu'elle tienne la finition. Mais voilà. Après, effectivement, on n'imagine pas tout ça. Ouais. Après, ça fait partie des apprentissages. Et puis, quand on disait tout à l'heure, on pourrait travailler avec... On est packaging agnostique. Notre service, on peut le poser sur n'importe quel colis. C'est juste qu'il faut qu'on soit sûr que le fabricant de colis ou l'intermédiaire, le colis soit vraiment réutilisable. En fait. Toi qui n'es pas dans une grande vibe entrepreneur, puisque c'était pas du tout ton truc à la base, comment t'as vécu tout ça, ces challenges, ces difficultés En mode projet, j'ai envie de dire, au départ. En fait, au début, on était toutes les deux. Tu montes ton projet. En tant qu'acheteur, moi, de métier, j'ai toujours eu l'habitude, en fait, de m'entourer à la fois en interne des compétences marketing, financières, juridiques, et puis en externe, de trouver les bons fournisseurs et de les faire travailler en mode projet pour avoir la meilleure des solutions à la fin. Toi, tu répliques ce que tu sais faire. Donc ça, en fait, c'est mon métier et c'est un univers dans lequel je me sens super bien. C'est après, quand il a fallu structurer cette entreprise, on a toutes les deux eu un bébé aussi dans notre première année d'entrepreneuriat. Et là, tu dis, OK, on est hyper complémentaires avec Léa, mais on est très différentes et on a vraiment, en fait, les savoirs qui se complètent, mais qui ne se remplacent pas. Et là, tu dis, il va falloir qu'on recrute, il va falloir qu'on intègre l'équipe, en fait, au fur et à mesure, à ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, on est 13. Et en fait, ça, c'est un challenge pour moi d'entrepreneuriat. Ouais. C'est comment ton idée, ton projet, même si on est deux, voilà, notre idée, notre projet, il devient celui de toute l'entreprise et que, efficacement, on avance tous ensemble sans pour autant répondre aux sirènes du monde start-up. On parle de valorisation, de millions fictifs, première question que certains te posent, c'est quand est-ce que tu revends ? Je suis en train de monter un projet, en fait. Enfin, excusez-moi, j'ai pas tilté qu'il fallait... Ça, c'est... Qui vous dit ça, des investisseurs ou des investisseurs ou même dans les programmes d'accompagnement de start-up. C'est une des premières questions qu'on te pose, en fait. C'est... tu te vois sortir quand ? Parce qu'il faut que je sorte, je sais pas. Enfin, en fait, je suis juste en train de lancer, donc j'ai du mal tout de suite à penser à ça. Après, je pense que c'est une des dérives de la start-up aujourd'hui, enfin du monde des start-up en France aujourd'hui, c'est qu'on a gardé ce truc-là. Et j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer quand même. On parle de plus en plus du bootstrapping, donc c'est-à-dire commencer sans lever des fonds, monter un projet financièrement sain, développer avec peut-être une croissance un peu plus lente, mais qui a du sens et qui n'est pas forcément... qui va pas nous brûler les ailes. Exactement. Vous venez quand même de lever 5 millions. Exactement. Alors, parlons-en. Alors, on a un vrai besoin. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons de le faire, d'ailleurs, et probablement vous en avez des bonnes. Et puis on a un vrai besoin. Enfin, à un moment, 1 million de colis, ça se produit pas avec de l'eau. Enfin, non, je sais pas quoi, mais peut-être il y a besoin. Il y a probablement de l'eau dans les usines, en refroidissement. Oui, il y a probablement. Non, mais en fait, il y a besoin de cash pour ça. Ouais. Ça vous coûte combien à produire un emballage ? Là, vous le mettez à 10 centimes en location, non, 50 centimes par mois. Ça, c'est sur la location, donc ça va équilibrer. Ouais, c'est ça. Non, après, alors ça dépend énormément, mais pour avoir un ordre d'idée, c'est entre 2,50 € et 3,50 €. Allez, 4 €. Même sur les plus grandes box et tout, on arrive sur des prix qui sont même un peu plus que ça. Après, il y a des questions de volume. Ouais. Et notamment sur les box, on ne fait pas pour l'instant des très grosses séries. Parce qu'encore une fois, on met des colis sur le marché. Si à un moment, ils pourraient être améliorés ou ils ne fonctionnent pas, on ne les met pas à la poubelle. Donc on préfère y aller petit à petit sur nos nouvelles références. Mais voilà, il faut à peu près avoir ces ordres d'idées-là, entre 2,50 € et... Donc à un moment, ça fait quand même du million à mettre sur la table. Il n'y a pas de secret. On a aussi commencé un peu sur un coup de tête, j'allais dire, mais presque,
Donc nous, on n'a pas spécialement de fortune personnelle. Et à un moment, tes premiers résultats, quand tu passes 9 mois de la première année à développer et à concevoir et que tu as très peu de chiffre d'affaires, automatiquement, tu es en perte. Et tu arrives justement dans les alors, les dérives, non, mais c'est la réalité du monde financier où, vu que tu as des pertes, tes fonds propres, au début, tu as mis 10 000 euros, donc en fait, tu perds tes fonds propres. Comment tu refais tes fonds propres? Tu te dis, oui, mais en fait, moi, j'ai déjà emprunté, on était déjà toutes les deux trentenaires, maman de 2 enfants pour l'une, de 3 maintenant pour moi. C'est compliqué, en fait, même. Et puis les banques, elles disent, mais c'est quoi vos bilans pour vous prêter? Oui, alors... Et oui. Non, mais... Je vais vous expliquer. Donc voilà, et t'as beau expliquer et que les personnes elles soient avec toi dans le projet, il y a une réalité où à un moment tu te dis ok, il faut aller chercher du cash. Après, ça a été hyper important pour nous aussi d'aller chercher de l'expertise en même temps. Et aujourd'hui, on est super fiers en fait des business angels qui nous ont rejoints, puisque notre tour en fait est fait d'institutions bancaires et de business angels. Et donc notamment Antoine Potier qui est l'ancien DG de Mondial Relais, donc c'est une validation du monde des transporteurs. On a Franck Duriez de Blancheporte, donc site e-commerce, donc là c'est pareil, c'est une autre validation. On a des personnes du monde du recyclage, à la fois des déchets et des métaux précieux, donc une vraie expertise aussi dans l'économie circulaire et dans tous ces aspects-là qui viennent, et puis des profils un peu plus financiers qui nous permettent de... On parlait de pérennité et de trouver le bon modèle. On a aujourd'hui un modèle qui est à l'équilibre d'un point de vue colis et financier. Après, voilà, on n'est pas rentable parce qu'on investit pour la suite, et notamment sur la partie tech. C'est ça aujourd'hui qui fait qu'on n'est pas rentable. Donc, il faut qu'on arrive à la rentabilité le plus vite possible. Et donc, ça, c'est les prochaines étapes, en même temps que le déploiement en Europe. Parce que malheureusement... Je ne sais pas si malheureusement, mais c'est un fait. On est obligé de rentrer dans ce cycle. On a été obligé de rentrer dans ce cycle de levée de fonds avec 40 concurrents en Europe. De toute façon, quand on lance un business d'infrastructure, tu ne vas pas les attendre, en fait. C'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, on sent les commerçants sont prêts. La réglementation va évoluer, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Ouais. Vraiment, il ne faut pas l'attendre, en fait. Le e-commerçant est prêt parce que le particulier est prêt. Donc... allons-y. Et c'est maintenant, donc il faut qu'on accélère. Vous avez combien de clients commerçants là, aujourd'hui? Un peu plus de 350. Ok. Et quand tu as une équipe sales avec 2 personnes... C'est du bon taf. Sales, c'est de tout. Hein. Je te parle de l'acquise à la post-sales et tout. Donc oui, à un moment, il fallait qu'on se structure. Donc cette semaine, on est ravis d'avoir un nouvel compte manager sur la partie acquisition qui nous a rejoints. Voilà, c'est ça aussi que ça permet. Parce que là, sinon, ça devient compliqué. Vous êtes rentré là chez Amazon, l'accélérateur d'Amazon. Oui. Vous allez du coup être proposé sur certaines pages de vente? Alors, pour l'instant, on est dans l'accélérateur d'Amazon. Ouais. Donc, on était 5 dans la catégorie packaging au niveau européen à avoir été sélectionnés. Là, l'idée, c'était de leur montrer tout l'intérêt en fait, du système. Et effectivement, à terme, c'est de... leur montrer d'un point de vue économique que ça tient la route, d'un point de vue productivité aussi, et d'un point de vue expérience client, il y a une vraie plus-value. Maintenant, il faut être sélectionné et puis commencer par un test. Donc ça, c'est les prochaines étapes et on attend impatiemment la réponse suite au super plan qu'on a proposé. Ça ferait quoi? Donc là, si vous avez 1 million de colis sur la route... Si on rajoute Amazon, alors c'est évidemment pas pour tous les produits et il y en a une grosse partie qui viennent pas de France, donc ce serait pas le cas, mais ça serait quoi? Ça ferait doubler, tripler? Ouais, beaucoup plus que ça. Amazon, c'est un tiers du marché du e-commerce en France. Ah ouais? Ouais. Donc sur les 1,7 milliard de colis, on a un tiers qui sont du Amazon. Ok. Donc en production française, enfin en tout cas expédition française. Sur la France, ouais. Parce que du coup, il peut y avoir aussi des stocks Amazon qui viennent d'ailleurs, mais qui sont préstockés sur les ventes, etc. Il y a la marketplace. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont directement chez les e-commerçants et ainsi de suite. Donc, ça serait de toute façon certainement crescendo. Il y a des grands enjeux aussi de productivité. Est-ce que, comme on en parlait avec un Cdiscount, quand il y a le choix, quand on a commencé avec Cdiscount, c'était moins de 2% des personnes qui le prenaient. Donc, c'est ça aussi qui est important. Donc après, c'est comment montrer en fait à ces marketplaces qu'il faut... Voilà, c'est top qu'elles y aillent, mais il faut y aller quand même par étapes
pour pas à un moment qu'on mette plus de déchets qu'autre chose sur le marché. Donc c'est tout l'enjeu. Ah, trop bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour clôturer ça? Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les prochaines années là? La vision, c'est quoi? Je pense que Ibli soit devenu un standard. Vraiment. Ouais. En fait, que Ibli dans le sens service de réutilisation, que tout le monde qui reçoive un colis réutilisable sache exactement ce qu'il doit faire. Tu parlais de la réglementation. C'est quoi l'obligation qui arriverait du coup? Il y a la loi AGEC déjà, on parle surtout de la partie alimentaire. Ça, c'est 2018, mais il y a un pan non alimentaire. Dès cette année, les sociétés de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sont censées faire 3% de réutilisables. Ok, d'accord. Donc il y a des premières obligations. Après, le point, c'est que c'est des obligations collectives. Donc ça floute un peu le message. C'est pour ça, nous, en fait, il y a l'obligation surtout avec le PPWR, donc la réglementation européenne autour des emballages et de tout ce qui est déchets, qui arrive et qui va obliger en fait une première partie en 2030 et une deuxième partie en 2040. Et 2040, c'est 50% des emballages du e-commerce qui devront être réutilisables en Europe. D'accord. Donc voilà, c'est... En fait, j'ai presque l'impression que c'est... Ouais, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas... Enfin, c'est hyper réaliste. C'est dans 15 ans et avec le démarrage que vous avez fait, a priori, ça pourrait même être plus, quoi. C'est ça. C'est l'objectif. Après, faut pas freiner. Ouais, c'est clair. Faut continuer. Oui, parce qu'effectivement, vous grandissez, mais le nombre de colis vendus chaque année grandit aussi. Donc, pour nous, en restant en fait aussi dans la bonne trajectoire, c'est pour ça que vous ne nous verrez pas lancer 20 offres d'emploi demain, parce qu'on on travaille. Enfin, je dis pas que les autres du tout travaillent pas efficacement. C'est pas du tout ce que je voulais signifier, mais c'était vraiment avec la machine aujourd'hui qu'on a et ce qu'on développe. On peut aller faire beaucoup plus de colis. Écoute, bravo. Merci d'être passé, parce que tu étais venu pour le podcast. Ouais, mais c'est 2 heures de train. J'étais ravie, je vais retrouver le soleil de Normandie. Ouais. Il y a un petit bout de ciel bleu à Paris, je tiens à le dire. On a encore besoin de la lumière, on a encore besoin du spot. Oui, ne l'éteignons pas tout de suite. Merci beaucoup. Merci d'être passé, ciao. Merci. Et puis si vous êtes encore là, surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles, de laisser des commentaires, d'en parler, de partager les épisodes avec vos amis, parce que ça nous aide énormément. Et si vous avez écouté 1 heure d'épisode, c'est quand même que ça vous a plu. Donc merci de nous rendre ce service, c'est une grande aide que vous nous rendez. Donc c'est ce qui nous pousse d'ailleurs aussi à produire du contenu toutes les semaines, à continuer à proposer du podcast. Et donc on a besoin de ça de votre part. Et c'est le seul truc qu'on vous demande, donc c'est trop cool si vous pouvez le faire. Merci beaucoup d'être passé. Et puis moi je vous retrouve d'ici une dizaine de jours pour un des premiers épisodes vraiment de l'été. On débute en juillet, là je pense au moment où cet épisode sort. Donc on espère qu'il fera un peu plus chaud. C'est ça. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.